Les Landes comptent plus de 200 fêtes de village chaque année. Dans le sud-ouest, c'est une tradition. Mais le 1er juillet 2007, dans le petit village d'Abbas, un terrible drame endeuille la soirée. Ken McDermott, un étudiant de 18 ans, est tué pendant la fête. Il a reçu un coup de couteau en plein cœur. Toute la région est sous le choc. Philippe Nicolai est journaliste. Il est arrivé le premier sur place, quelques heures seulement après les faits. On est arrivé dans un village, effectivement, qui était décoré aux couleurs de la fête. On a senti tout de suite, à peine sorti de la voiture, l'émotion, les gens qui pleuraient un peu partout au coin de la place. Il était entre 10 et 11 heures du matin. Quelques heures plus tard, l'auteur des faits se rend aux autorités. Il s'appelle Fabien Duchesne. Il est incarcéré. Ce jour-là, un deuxième homme est arrêté. Christopher Verdun. Accusé de complicité, il est libre, mais il sera bientôt dans le box de la cour d'assises. Cette nuit-là, il était avec le meurtrier. Il nous ramène sur les lieux du crime. On n'était pas venu pour se bagarrer déjà, on n'était pas venu pour faire quoi que ce soit, on était venu pour faire la fête et voilà. Après la fête, vers 5 h du matin, Christopher fait la queue pour acheter un sandwich, avec quelques amis, un peu alcoolisés. Ici se trouvait l'emplacement de la baraque à frites justement. Et donc il y avait à peu près une trentaine de personnes autour, on va dire, qui commandaient leur sandwich, voilà. Une altercation éclate alors entre Christopher et un jeune qu'il ne connaît pas, un certain Basile. Il nous a traités de racailles à nous tous. C'est à ce moment-là que je lui ai mis le coup de tête. Et de là, ça c'est parti en bagarre, on va dire. Des coups de poing sont échangés. Fabien Duchesne, un copain de Christopher, se mêle alors à la bagarre. Il sait que Christopher a un couteau sur lui. Il me prend les couteaux des mains, je lui dis bien de ne pas faire le con. Et ça s'est passé, on va dire, quand même assez vite. Ken McDermott, qui se tient un peu à l'écart, voit son ami Basile en difficulté. Il s'avance alors pour s'interposer. Dans la confusion, c'est lui qui reçoit le coup de couteau mortel. En une minute de temps, je revois Fabien revenir vers moi et me dire « je l'ai planté, faut qu'on parte, faut qu'on parte ». Fabien Duchesne rend le couteau à Christopher et le groupe prend la fuite, laissant Ken derrière lui. Il décédera quelques minutes plus tard. À ce moment-là, je ne savais même pas qu'il était décédé. Une fois rentré chez lui, Christopher nettoie l'arme couverte de sang. Il fait disparaître les empreintes. Le lendemain, il apprend la mort de Ken. Il se rend à la gendarmerie. Je pense surtout aux parents de la victime, qui doivent être vraiment mal. Et j'en suis vraiment très désolé. Mercredi 17 mars 2010. Au tribunal de Mont-de-Marsan, c'est le début du procès. Il doit durer 3 jours. Christopher comparaît libre. Ses parents l'accompagnent. C'est douloureux parce que je pense aussi à la famille de ce jeune-là. Je travaille exprès justement pour... Je compatis pour moi. Accusé de dissimulation de preuves, Christopher risque 3 ans d'emprisonnement. Quant à Fabien Duchesne, en détention provisoire depuis le crime, il risque 30 ans de réclusion criminelle. L'audience va commencer. L'huissier donne les dernières instructions au public. Tout le monde ne sera peut-être pas assis. Le public, il y a des gens qui viennent assister à l'audience, mais qui ne seront pas directement intéressés en tant que témoins, etc. Donc, je voudrais bien vous installer après, dans la mesure des places disponibles. Veuillez entrer dans la salle d'audience. Les parents et la sœur de Ken McDermott ne répondront pas à nos questions. Leur souffrance est trop vive, comme le montre ce tatouage sur le bras du père de Ken. Seul son grand-père accepte de nous parler de son petit-fils. C'était un garçon qui était charmant, il était formidable. C'est pas parce que c'était mon petit-fils. Puis il était gentil, poli, jamais un mot au travers, que ce soit vis-à-vis de moi ou de ma femme. Marjorie Carrière est psychologue. C'est elle qui a réalisé l'enquête de personnalité de la victime. Ken était un jeune homme
qui rayonnait la gentillesse, la générosité, l'altruisme. J'ai systématiquement demandé, pour vous, à l'évocation de Ken, qu'est-ce qui vous vient le premier à l'esprit? Et c'est vrai que chacun, mais vraiment sans exception, m'a répondu son sourire. Fabien Duchesne entre dans le box des accusés. Christopher y est déjà. Les deux hommes étaient amis, pourtant, ils n'échangent pas un regard. Sur la table, devant les jurés, l'arme du crime. 2 ans et demi après le drame, le procès va s'ouvrir. T'as les yeux? L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, les débats sont consacrés aux personnalités des accusés. Les experts psychiatres décrivent Fabien Duchesne comme un jeune homme immature, impulsif et caractériel. Son enfance a été marquée par la violence d'un père alcoolique et le divorce de ses parents. À l'adolescence, il enchaîne les petits délits, vol de scooter, conduite sans permis. Élodie était la petite amie de l'accusé. Après le meurtre, elle ne l'abandonne pas, elle s'est même mariée en prison avec lui. Elle a accepté de nous parler, hors du palais de justice. J'accepte de me marier en prison pour la bonne raison que je l'aime déjà. Je tiens à lui. Je veux prouver à tout le monde et à lui-même, et ainsi qu'à moi, que je peux le soutenir, que j'en suis capable, et que je serai là pour lui, quoi qu'il arrive, dans cette épreuve. À l'audience, Élodie a été éprouvée par ce qu'elle a entendu. L'homme décrit par les experts n'est pas celui qu'elle connaît. Il pleurait beaucoup, il était effondré, il avait du mal à s'imaginer qu'il avait tué quelqu'un. Il le savait, mais c'était pour lui comme si il avait fait un cauchemar en fait. Il revoyait la scène dans sa tête, mais il n'arrivait pas à expliquer et il me disait qu'il était dans une histoire qui n'était pas la sienne. Il est en souffrance. Il est en souffrance d'une enfance qui s'est pas forcément très bien passée. Et au fond, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, de soutien. Pour la famille de Ken, les témoignages sur l'enfance de l'accusé sont difficiles à entendre. Ils ont l'impression que les rôles sont inversés, que l'accusé est devenu la victime de ce procès. Il a été malheureux dans sa jeunesse et tout, mais il n'en a pas le monopole. Il y a beaucoup de monde qui sont comme lui et tout le monde n'est pas ça. J'en suis là parce que j'ai perdu mon oncle quand j'avais 15 ans. Je travaillais mal à l'école parce que mes parents ont divorcé. J'avais un père alcoolique et violent. Mais il y a des millions de gens en France dont les parents ont divorcé, qui ont des parents violents et qui démarrent dans leur jeune vie d'adulte sans avoir forcément un casier judiciaire. Je dois dire que j'entendais les dents du père de Ken grincer dans mon dos parce que je crois qu'il faut énormément de courage pour garder toute sa dignité et arriver à entendre cela. L'avocat de l'accusé, lui, veut insister sur les qualités de son client. Je ne défends pas un salaud, mais je ne défends pas non plus un saint. Vous savez, on dit souvent que dans l'humain, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on est souvent dans le gris. Je crois que dans ce dossier, nous aurons l'occasion d'évoluer beaucoup dans la grisaille. On se retrouve demain à la même heure à 8h. Quant à Christopher, il a été décrit comme un jeune homme travailleur, mais impulsif lui aussi, surtout sous l'emprise de l'alcool. C'est quand même assez stressant à écouter. Et avec l'alcool, je peux être un peu énervé, quand même. Je peux être agressif avec l'alcool. Bon, ça je le savais aussi déjà depuis le départ. Je ne l'ai jamais nié. Jeudi 18 mars 2010, deuxième jour de procès. L'avocat des parents de Ken espère que la Cour s'intéressera aujourd'hui à la gravité du geste et à la douleur de la famille. Il y a un meurtre et j'ai trouvé que l'atmosphère d'hier était peut-être même à l'excès dans la banalisation. Et je souhaite aujourd'hui que mes clients puissent dire toute leur peine, toute leur douleur et faire prendre conscience au jury qu'il s'est produit quelque chose d'irrémédiable, d'irréversible et que ça n'est pas arrivé par hasard. Ce matin, la famille de Ken est invitée à prendre la parole devant la Cour. Pour l'aider à traverser cette épreuve difficile, une psychologue de l'association d'aide aux victimes les accompagne pendant toute la durée du procès. On a présenté Ken comme un
enfants hors du commun. La famille McDermott est vraiment une famille hors du commun, avec une dignité incroyable, mais alors une souffrance, c'est banal, hein, mais incommensurable. À la barre, les parents et la sœur de Ken rendent un hommage poignant au jeune homme et racontent les souvenirs des jours heureux avant le drame. Ils évoquent aussi le jeune homme militant, engagé contre toutes les formes de discrimination et de violence. Des témoignages émouvants. Il y a comme une espèce d'accouchement qu'on sent physiquement et j'espère vraiment qu'ils vont arriver à se reconstruire. Ce sont des battants, hein. Ils vont y arriver. L'émotion qui a envahi la salle d'audience inquiète l'avocat du principal accusé. Le risque majeur de ce type d'intervention est que les jurés réagissent aux sanglots et que les sanglots se substituent en quelque sorte à la réflexion juridique. Christopher et son avocat sont inquiets eux aussi. L'image générale n'est pas très bonne, même si les faits pour lesquels il est poursuivi ne sont pas très graves en eux-mêmes. Mais il y a l'ensemble du dossier qui donne une image, un paysage qui n'est pas très bon, quoi. La mère de Christopher continue d'espérer que son fils n'ira pas en prison. Je le connais, je sais qu'il n'est pas méchant, donc j'ai confiance en lui. Pour Élodie, la femme du principal accusé, l'angoisse monte. Elle accepte que son mari paye pour son acte, mais ne supporte pas l'idée qu'il passe pour un dangereux meurtrier. C'est dur à vivre de s'entendre dire que son mari, c'est la pire personne au monde, qu'il a voulu tuer. C'est très dur. L'après-midi, la cour et les jurés vont examiner une question cruciale. Fabien Duchesne a-t-il eu l'intention de donner la mort? La cour. Un nouveau témoignage va accabler les accusés, celui de Basile, l'ami que Ken McDermott a défendu ce soir-là. Basile affirme qu'il s'est fait agresser sans raison par Christopher Verdun, très énervé et sous l'emprise de l'alcool. Selon lui, les deux accusés cherchaient clairement les ennuis. Le témoignage de Basile est important parce que, en réalité, on s'aperçoit, contrairement à ce qu'ont soutenu les accusés, ça ne sont pas deux bandes qui s'affrontent. C'est un garçon tout seul, Basile, qui est pris à partie. Il l'a dit lui-même. Moi, je considère que j'ai été victime d'une agression. Pour mettre de la voix, si Fabien Duchesne s'empare du couteau de Christopher, c'est pour s'en servir. Mais pour l'avocat de l'accusé, son client n'avait pas l'intention de tuer. C'est en réalité au moment où Fabien Duchesne est venu porter assistance à un de ses camarades avec cette arme fatale que Ken McDermott est aussi intervenu et que dans leur trajectoire, semble-t-il, Ken McDermott s'approchant de Duchesne, qui était lui sur le trottoir, donc légèrement surélevé à lui, eh bien l'un et l'autre se sont croisés. Dans la dynamique des deux corps, le médecin légiste a mis en évidence que c'est à ce moment précis, à la rencontre de deux individus, que le coup fatal a été porté. S'agit-il alors d'un accident ou d'un homicide volontaire? Là encore, les deux avocats s'affrontent. Il est parfois des coups portés dans la zone thoracique, à 1 cm ou parfois moins du cœur, qui ne perforent pas le cœur. Et donc, si évidemment ce coup n'est pas fatal, il n'y a pas d'intention de tuer. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur une appréciation au millimètre. Si les jurés considèrent que c'est l'œuvre finale qu'il faut considérer, qu'il y a eu mort d'homme et qu'ils en déduisent qu'il y a eu meurtre, c'est une approximation qui est une aberration. L'idée que leur fils aurait été victime d'un accident en quelque sorte, et la thèse de l'accident implique qu'il aurait eu un rôle en quelque sorte dans sa propre mort. Cette thèse, elle leur est tout simplement insoutenable. Vendredi 19 mars 2010, troisième et dernier jour du procès. Fabien Duchesne arrive au palais de justice. Ce matin, il va prendre la parole une dernière fois devant la cour. Les deux accusés vont tenter d'expliquer leurs gestes aux jurés et à la famille de la victime. La cour. Christopher Verdun émet des regrets maladroits qui n'apaisent pas la famille. Quant à Fabien Duchesne, il dit « Je n'ai pas fait exprès de tuer. J'ai donné le coup de couteau, oui, mais je ne savais pas où je visais. » Fabien Duchesne vient de vous dire, s'il n'y avait pas eu de couteau, il n'y aurait pas eu de crime.
Ce qui fait le crime, c'est pas le couteau, c'est le meurtrier qui tient le couteau. C'est maintenant l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Christopher Verdun est accusé de destruction de preuves pour avoir lavé le couteau. Il est poursuivi pour des délits qui lui font encourir une peine de 3 ans de prison, alors qu'on sent bien que son rôle a été un rôle de création de ce sentiment grave de violence et de tension entre les amis du défunt et ses amis à lui. Ce garçon a une responsabilité morale, elle n'est pas juridique, elle est morale. L'avocat général requiert 2 ans de prison, dont 1 avec sursis contre Christopher. Pour ses parents, la réquisition est sévère. J'aurais préféré qu'il beaucoup mette, plus de mise à l'épreuve. Par exemple, 5 à 8 ans de mise à l'épreuve. Et du sursis, parce que son casier de vierge, il n'a jamais rien fait. Quoi. Avec le c'est laissé peut-être... Bon, il a fait ce qu'il a fait, il faut reconnaître, mais comme il n'a jamais fait mal avant, rien, à personne... Il n'avait jamais rien fait, quoi, avant. À l'encontre de Fabien Duchesne, l'avocat général requiert 15 ans de réclusion criminelle. Donc je demande que la Cour reconnaisse la qualification de meurtre, c'est-à-dire l'intention volontaire. Il va frapper quelqu'un qui ne le menace pas. Ôter la vie de quelqu'un de façon aussi gratuite est un crime que l'on ne peut pas banaliser. Il y a des gens qui, à cet âge-là, peuvent un jour commettre quelque chose de dramatique et qui ensuite se rangent dans le rang une fois qu'ils ont été sanctionnés et qui deviennent des pères de famille exemplaires. Un condamné sanctionné trop sévèrement a ensuite le temps de fabriquer de la rancune et de la haine. Et c'est ce que je ne voudrais pas. Je voudrais que Fabien Duchesne ce soir comprenne qu'il est jugé équitablement et qu'il a été entendu. Les 9 jurés et les 3 magistrats vont maintenant délibérer. Quel sera leur verdict ? On est stressé, mais c'est normal, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Que mon fils soit enfermé. Parce qu'en prison, ça fait, c'est pas un échappatoire, la prison. La prison, c'est... Ça endurcit, des fois, ça endurcit les gens. Ça endurcit parfois certains caractères. Ça dépend comment... Ça peut parfois ressortir pire qu'ils y sont rentrés, quoi, malheureusement. On espère que non. La Cour. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Les jurés ont été plus sévères que l'avocat général. Fabien Duchesne est reconnu coupable de meurtre. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Élodie, sa femme, s'effondre en larmes. Christopher Verdun, lui, est condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Attends, il n'a jamais rien fait, il s'est pris 2 ans de prison. Et horreur d'être enfermé. Ce soir, Christopher dormira en prison. Il n'avait pas prévu cela, il n'a pris aucun effet personnel. Écoutez, je suis tellement choquée que les larmes ne me viennent même pas. Corinne et Régis vont embrasser leur fils avant son départ pour la maison d'arrêt. Le grand-père de Ken est satisfait par ce verdict. Disons que ça ne rend pas notre petit-fils, mais ça a été marqué. Le procès a marqué son empreinte et puis... J'attendais ça. Voilà. L'avocat de la famille de Ken craint que cette affaire ne soit pas encore terminée. Il va y avoir un appel, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que la perspective que mes clients doivent revivre un procès est un peu pénible. Une peine qui aurait été acceptée à la fois par les victimes et par l'accusé aurait peut-être été je ne peux pas dire un meilleur résultat, mais aurait évité à mes clients d'avoir à revivre cette épreuve d'un nouveau procès. Nous estimons que ce dossier, réexaminé dans des conditions plus sereines, loin de ce département dans lequel la fête a une tradition très vivace, sera jugé autrement. C'est une décision qui est dictée par l'émotion, c'est pas une décision de justice. Les 2 condamnés sont emmenés à la maison d'arrêt. Leurs avocats ont fait appel. Le 2e procès est prévu dans 1 an. Oui, vas-y.